let's continue. Donc, on s'est arrêté là. Le tunnelage ACK, c'est la même chose, sauf qu'il va utiliser des paquets TCP ACK pour envoyer les données et la communication entre le client, donc la backdoor, et le serveur de l'attaquant. Et on a d'autres outils qui permettent de faire la même chose. Grosso modo, on s'arrête là pour les pare-feux. On va parler des IDS. Donc, IDS pour Intrusion Detection System ou système de détection d'intrusion. Qu'est-ce qu'il va faire l'IDS? Donc, l'IDS rassemble et analyse les informations venant d'un ordinateur ou d'un réseau pour identifier les violations possibles de politiques de sécurité. Donc, en fait, c'est un type de système de gestion de sécurité pour les ordinateurs et les réseaux. Il va prendre les paquets qui arrivent dans un sens et dans un autre, ou dans un autre, et il va les étudier pour voir est-ce qu'il y a une violation de sécurité, que ce soit une intrusion ou une mauvaise utilisation. On peut aussi appeler, en fait, l'IDS est aussi appelé un sniffer de paquets, puisque finalement, la première chose qu'il va faire, c'est sniffer les paquets. Alors, il ne fait pas que ça, heureusement. Sinon, ce serait un sniffer. Une fois que les paquets sont capturés, donc sniffés, il va les analyser et il va évaluer s'il y a eu intrusion. Et s'il y a eu une intrusion, ou s'il suspecte une intrusion, alors il va émettre un signal d'alarme. Alors, le signal d'alarme, ce n'est pas forcément un signal sonore, ça peut être un signal sonore, ça peut être une alerte, un message écrit, etc. etc. Donc, les fonctionnalités d'un IDS sont les suivantes. Surveiller, analyser des activités de l'utilisateur et du système, analyser les configurations système et vulnérabilités, évaluer l'intégrité des fichiers et systèmes. Alors là, il faut comprendre que ce dont on parle ici, c'est les IDS en général, que ce soit des IDS réseau ou des IDS hot. Bon, c'est pas grave. Donc, certaines de ces fonctionnalités ne vont être utilisées que pour un certain type d'IDS, ne vont être vraies que pour un certain type d'IDS. D'autres fonctionnalités vont être vraies pour d'autres types d'IDS et certaines fonctionnalités sont vraies pour les deux. D'accord? Et on va voir après c'est quoi, qu'est-ce qui est quoi. La capacité de reconnaître des patterns d'attaque grâce à, par exemple, des signatures, par exemple. Analyser les patterns d'activité anormales, un pattern anormaux, peut-être. Non, c'est une activité anormale. Localiser les violations des politiques utilisateurs. Donc, on a deux grands types d'IDS. On a les IDS réseau, où on va avoir un système IDS qui va être en parallèle avec le réseau. En d'autres termes, chaque paquet qui va passer par ce point, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, il va être copié et envoyé vers le système IDS, réseau. Et en parallèle, il va continuer son chemin vers le reste du réseau. Donc, si on prend un paquet qui vient par Internet, qui est autorisé par le pare-feu, ici, à ce niveau-là, il y aura une copie qui va être envoyée aussi à l'IDS et l'autre copie qui va continuer, donc le paquet d'origine, qui va continuer vers sa destination. Quand le paquet arrive au système IDS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finalement analyser le paquet et chercher s'il y a un problème, s'il y a une intrusion, etc. Il va analyser chaque paquet minutieusement.
s'il y a un problème, il va faire une alerte qui est générée sur la base du contenu, que ce soit au niveau IP ou au niveau application. Tandis que les systèmes de détection d'intrusion haute, donc basés haute, on va les retrouver à tous les niveaux. Donc, au niveau des machines, on aura des agents au niveau des machines, mais on aura aussi un serveur IDS en parallèle. Donc, ce qui veut dire que les agents qui sont au niveau des machines vont analyser le trafic qui rentre vers la machine et qui sort de la machine. Ils vont aussi analyser toute modification qui peut être faite. Donc, est-ce qu'il y a une modification qui va être faite à l'intérieur du système, par exemple, les fichiers système, est-ce qu'il y a eu une modification ou pas? Est-ce que cette modification a été autorisée ou non? Donc, toute activité non autorisée sur l'hôte lui-même. Et souvent, on va avoir, alors on peut avoir comme on peut ne pas avoir, mais quand on est sur un grand réseau, on va avoir un serveur de gestion de ça. Donc, il y aura les agents au niveau de chaque machine et puis un gestionnaire au niveau d'une machine centralisée afin de centraliser le travail pour ceux qui vont s'en occuper. Donc, on va avoir finalement 3 manières de détecter une intrusion. Soit par reconnaissance de signature, soit par détection d'anomalies, ou encore par détection d'anomalies protocole. Alors, en quoi consiste chacun d'entre eux? La reconnaissance de signature va consister à chercher dans l'activité de l'élément surveillé une empreinte. Donc, une empreinte d'attaque connue. C'est ce qu'on appelle une signature. Et seules les attaques doivent correspondre à ce modèle. Donc, en fait, si on crée une empreinte ou une signature d'attaque, on doit faire attention à ce que cette signature ne puisse pas détecter du trafic légitime. Elle ne puisse détecter que du trafic d'attaque. Une signature binaire peut être définie pour une portion spécifique d'un paquet. Par exemple, on peut prendre en considération les flags TCP. Une signature mal formée peut déclencher une fausse alarme. Donc, si la signature qui a été créée est mauvaise ou elle n'est pas suffisamment discriminante plutôt, alors à ce moment-là, des paquets qui vont être finalement légitimes peuvent déclencher cette signature et à ce moment-là, on va appeler ça une fausse alarme, une fausse alerte. On va voir par la suite à quoi ça correspond tout ça. Donc, certains virus vont avoir besoin de créer plusieurs signatures pour une seule attaque, puisqu'il va se changer à plusieurs reprises. Donc, et s'il y a un changement d'un bit qui est dans la signature, alors ça va invalider la signature. On va prendre un cas d'étude qui est le suivant. Soit un vers qui va utiliser une attaque de type SYN-SCAN, qui va venir de plusieurs adresses IP sources. Ce n'est pas une adresse IP source attaquante, mais ça peut venir de n'importe où, qui utilise dans le port source de destination le numéro de port TCP21 et dans le port source de destination le numéro de port TCP21, qui va avoir un TOS égal à 0, qui, à chaque fois qu'il envoie un paquet dans son scan SYN, il va toujours l'envoyer avec le numéro d'identification IP 39 426 15. Et puis, les flags SYN et fin sont positionnés à 1. Les numéros de séquence
qu'on retrouve dans l'entête TCP sont quelconques. Les numéros de séquence, les numéros d'ACK qu'on retrouve dans l'entête TCP sont quelconques. Et la taille de la fenêtre TCP est toujours à 1028. Donc, je vous laisse réfléchir sur quels sont les éléments qu'on va utiliser pour retrouver, pour créer une signature pour ce vers. Donc, je vous laisse 2 minutes de réflexion. Effectivement, Sohaib, vous avez raison. Le signe plus le fin qui sont à 1 en même temps, c'est quand même quelque chose qui ne devrait pas arriver. Donc, ça peut correspondre à une signature, effectivement. Enfin, ça correspond à une signature. Quoi d'autre? Quels sont les éléments particuliers, des caractéristiques particulières de cette attaque, de de cette attaque de ce vers? Le port source et le port destination qui sont les mêmes, effectivement. Non, en fait, on va dire que ces ports-là sont réflexifs. Ce qui généralement ne se produit pas dans tout ce qui est connexion FTP. Ici, on a une connexion FTP. Puisqu'on a le port TCP 21, c'est que c'est une connexion FTP. Quoi d'autre? Oui, pas spécialement. C'est pas si out of the norm. Avoir un TOS à 0 n'est pas si out of the norm. Qu'est-ce qu'elle a la taille de fenêtre? Je suis d'accord, mais je veux que vous me disiez c'est quoi le truc avec la taille de la fenêtre. Grande. Mhm. Donc, grosso modo, on a encore un autre élément qui est particulier. Aussi, l'identifiant IP qui ne change pas du tout.
Donc, normalement, l'IDIP devrait être différent à chaque fois, mais le fait d'avoir un IDIP toujours fixe, c'est pas normal. Donc, les caractéristiques qu'on retrouve, finalement, sont le flag-SYN et fin qui sont positionnés en même temps à 1. Généralement, ce sera soit le SYN, soit le fin, mais pas les deux en même temps. L'identifiant IP qui est égal à 39 426,15. Attendez. 3 942 615, pardon. La taille de la fenêtre qui est égale à 1028. Donc, en faisant ça, on a pu élaborer une signature qui va permettre d'identifier toute tentative d'attaque de ce type. Maintenant, imaginons que... Alors, est-ce que j'ai mis sur une autre diapo? Non, je ne l'ai pas mis sur une autre diapo. Mais maliche. Imaginons que le verre, le concepteur du verre, ait décidé de modifier son verre pour pouvoir échapper à cette signature qu'on vient de créer. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginons que là, à la place d'avoir un port source 21, destination 21, il va avoir que le port de TCP destination à 21 et le port source qui va être quelconque. Là, ce ne sera pas un problème. Qui, au lieu d'avoir une adresse, un numéro d'identification IP fixe, il va utiliser un numéro d'identification IP qui va être random. Donc, on va plus retomber sur ce même chiffre à chaque fois. Et il va décider d'avoir que le flag SYN qui est à 1 et d'avoir une taille de fenêtre TCP qui est à 40. Alors, à ce moment-là, est-ce que la première signature qu'on a créée va permettre de détecter le même verre, mais qui aura un nouveau visage? La question demande juste une réponse par oui ou par non. Non, effectivement, vous avez raison. Ce n'est pas le même. Effectivement, on aura besoin d'avoir une autre signature, de créer une autre signature pour détecter cette variante. Le deuxième type de détecter une intrusion, c'est en utilisant la détection d'anomalies. Donc, la détection d'anomalies... Excusez-moi, madame, mais... Excusez-moi, madame. Oui. Par exemple, pour cet exemple, un pare-feu, il n'aurait pas détecté ça. Bah, si le port ça dépend en fait. Si le port de destination est un port autorisé, que vous n'avez pas mis quelque chose en particulier contre ça, le pare-feu ne peut pas le détecter puisque pour lui, c'est un paquet qui va vers la destination, vers telle destination, la destination est autorisée, et ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment de comment vous configurez votre pare-feu et de qu'est-ce qui est autorisé ou pas. Donc, je peux pas. Il n'y a pas une réponse qui est comment dire, bonne pour tout. Si vous avez, par exemple, si vous avez
le port 21 qui est de toutes les façons interdit par le pare-feu, bah, le paquet ne va pas arriver. Donc oui, il sera détecté, il va être droppé au niveau du pare-feu. Mais si vous avez le port 21 de destination qui est ouvert et qui est autorisé, et que selon le type de pare-feu, encore une fois, si c'est un pare-feu qui fait du filtrage de paquets, ou bien si c'est un pare-feu qui est à un niveau session, ou bien si c'est un pare-feu qui est au niveau couche application, ils ne vont pas fonctionner de la même manière. Et donc, ils ne vont pas avoir une réponse pareille, la même réponse à chaque fois. Donc, ça peut être oui, ça peut être non, selon la configuration, selon le pare-feu, etc. Mais là, si on dit que le port 21 FTP est ouvert sur la machine, le serveur de destination, sur la machine de destination qui est attaquée, le paquet, il va passer par le pare-feu. Hein. Donc, on continue ou on ne continue pas, on s'arrête là, puisqu'on est arrivé à la fin de la séance, de l'heure. Donc, je vous dis, passez une bonne journée et à bientôt. Il faut juste savoir, pour la semaine prochaine, ceux qui auront TP la semaine prochaine, je vous rappelle que vous allez avoir besoin de Snort qui soit installé, puisqu'on va commencer à travailler sur Snort à partir de la semaine prochaine. Ceux qui ont TP ce jeudi, on continue avec TCP Dump, no problème. Mais pour ceux du jeudi suivant, on passera vers Snort. OK? Au revoir!